On va pouvoir commencer notre petite réunion, hein, qui va durer 1 heure et quart, 1 heure et demie, et qui, pour une fois, va aborder la dynamique de l'élevage, hein. Je disais qu'il ne faut pas penser que le carbone est strictement réservé aux grandes cultures ou à la viticulture. Il y a également une part importante de cette logique autour du carbone qui intéresse également les élevages. Et avant de donner la parole à Conrad, je vais en profiter pour vous faire une toute petite présentation, puisque depuis la dernière fois où nous nous sommes réunis, eh bien, nous avons donné naissance de façon formelle au Centre national d'agroécologie qui porte le joli nom de Carbone Fertile, dont l'objectif, et vous en faites partie en assistant à nos réunions de ce club carbone, entreprise et société, eh bien, cet objectif, c'est de créer une agriculture dont la clé de voûte est le carbone, hein, pour capter le CO2 de l'air, le stocker dans les sols, la biomasse, la biodiversité. Et pour cela, on a tout un programme et des outils, alors à la fois pour diffuser les connaissances, accompagner, former, animer, également coordonner la recherche, parce qu'on a encore besoin de comprendre un certain nombre de mécanismes qui sont à l'œuvre, notamment dans les sols, et puis également outiller les adhérents pour développer les pratiques, pour évaluer les pratiques, et puis pour évoluer. C'est effectivement une dimension importante qui est celle de mesurer pour pouvoir progresser. Et je conclurai ce petit mot d'introduction sur Carbone Fertile, dont vous avez l'adresse du site internet qui est en cours de construction. Alors soyez indulgents à ce niveau-là, mais sur lequel il vous sera proposé d'adhérer, si vous le souhaitez, à ce Centre national d'agroécologie. Donc c'est www.carbonefertile.fr. Et un petit mot au passage sur ceux qui sont les fondateurs de ce carbone fertile. Ben, il y a Arbres et Paysages 32 que vous connaissez tous, avec Alain Canet qui devient d'ailleurs président de Carbone Fertile. La Belle Vigne également, avec Marceau Bordarias. L'Institut de l'agriculture durable qui apporte notamment sa compétence dans les outils d'évaluation. NEAI qui est un réseau d'agriculteurs, de viticulteurs. Les vignerons indépendants qui sont très bien représentés aujourd'hui en la personne de Noël Lassus. Vers de terre production que je ne présente pas, puisque vous allez régulièrement sur la chaîne YouTube pour consulter les contenus. Et enfin, maraîchage sol vivant, qui ferme la boucle. Alors évidemment, il y a également la vache heureuse. C'est un simple oubli dans ce design. Et la vache heureuse, en la personne de Conrad aujourd'hui, qui a d'ailleurs mis le polo qui est siglé la vache heureuse, comme ça on ne peut pas se tromper. Voilà, et donc Conrad, qui est actuellement en pleine discussion, va quand même pouvoir aborder cette question de la dynamique dans l'élevage. Et je fermerai le banc de cette réunion d'aujourd'hui dans le dernier quart d'heure probablement, ou les dernières 20 minutes, pour aborder la question des labels, des certifications, puisque certainement vous avez des questions à poser, vu le nombre d'initiatives qui se multiplient actuellement autour du carbone, et où on a parfois un petit peu de mal à y voir clair. Voilà, je ne sais pas si je peux donner la parole à Conrad, ou s'il faut que je continue. Alors, Conrad m'invite à continuer. Alors, je vais juste vous parler d'une chose importante. C'est que nos réflexions
dans cette troisième rendez-vous du club Carbone Entreprises et Sociétés, eh bien, elle est très novatrice et s'inscrit dans une tentative de la Commission européenne de définir un quatrième type d'agriculture, après l'agriculture biologique, conventionnelle, agriculture de précision, enfin, et agroécologie. Eh bien, ils sont en train de développer une réflexion sur ce qu'ils appellent le carbon farming scheme, c'est-à-dire une agriculture carbone, tout simplement. Et donc, ce concept est encore un peu flou. Et ben, l'association Carbone Fertile essaye d'y travailler pour justement donner beaucoup plus de contenu à cette réflexion qui est encore émergente au sein de la Commission européenne. Voilà, Conrad, j'ai fini ce propos introductif. Habituellement, c'est plutôt à toi que je donne le plaisir de commencer par un propos introductif. Bon, ben, j'ai pris le relais. Maintenant, je te cède la parole. On est sur la dynamique carbone en élevage, Conrad, ce matin. Oui, exactement. Bonjour à tous. Et l'élevage va être, à mon avis, le gros pavé de notre projet carbone, qu'il soit global, français ou même institutionnel, parce que petit à petit, quand on a cheminé avec le bilan carbone des éleveurs, on s'est rendu compte que ce bilan est archi faux. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce bilan-là. Donc, on a commencé à se poser des questions un petit peu bizarres. Et bon, je vais préparer un tout petit diaporama pour un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Puis après, on sera ouvert à plein de questions. Donc, si je peux faire le partage de l'écran. OK, hop, c'est bon. On y va. Donc, je dois mettre ça en visio, diaporama. Et, voilà. Donc, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est un petit peu de zoomer sur les éleveurs et de voir un petit peu comment ce carbone se met en place au fur et à mesure de l'histoire de l'agriculture. Alors, sans revenir sur l'épisode dramatique du Dust Bowl aux États-Unis, qui va nous montrer que le travail du sol sans pesticides est le système qui dégrade le plus les sols, en fait, on a un raccourci sur la conservation des sols qui va naître après cet épisode très malheureux qui commence globalement techniquement dans les années 30, mais vraiment dans les années 50, puisque finalement, les premiers manuels de conservation des sols vont être édités à cette période-là. Et c'est un système qui se met en place sans travail du sol, plus désherbant, puisque finalement, ça permet de tuer une plante et d'en semer une autre directement. Et jusqu'aux années 2000, on va voir cheminer ces ingénieurs, ces agronomes, ces agriculteurs sur les parcelles et ils vont nous construire un débat très particulier qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie, que vous connaissez tous, c'est vraiment dans le débat et qui montre un homme qui a été brillantissime là-dedans, Lucien Séguy, à qui on peut quand même rendre hommage régulièrement, j'en profite pour le faire, et qui nous a finalement montré qu'on pouvait détruire des plantes différemment qu'avec des pesticides, avec des rouleaux fracas, des rouleaux à lame et d'autres choses, pour nous précipiter dans une agriculture où on va carboner les sols véritablement. Et donc, c'est ce carbone-là qui nous intéresse. Et quand on est dans le monde du carbone, il faut se poser la question, où est le carbone agricole et est-ce que notre carbone agricole, il est bien appréhendé par l'ensemble de la société? Et puis ça, on n'est pas trop sûr. Donc, on continue avec ce petit brin d'histoire. Et finalement, l'autre rappel qu'il va falloir maintenant introduire partout dans toutes les discussions, c'est depuis 2015, grâce au travail notamment du CIRAD, dont faisait partie Lucien Séguy, nous savons que le soleil, c'est l'outil de destruction des sols et que systématiquement un sol nu s'oxyde par une réaction de Finton qui n'est rien d'autre que des ultraviolets qui touchent le fer du sol et qui activent l'oxygène. C'est un hyperoxydant qui va brûler la matière organique. Donc aujourd'hui,
ça, c'est à intégrer dans tous les modèles, parce que ça veut dire qu'un travail du sol serait l'équivalent d'un non-travail du sol, c'est faux. Et en fait, c'est encore pire. Dès que vous couvrez les sols et que vous faites du semi-direct, vous êtes absolument plus dans cette configuration ou dans la configuration d'un sol nu et travaillé. Donc aujourd'hui, tous nos modèles qui régissent l'agriculture sont déjà au préalable faux entre toute la bagarre et la discussion qu'il y a entre le travail du sol et le semi-direct, le non-travail du sol, l'agroécologie, la couverture des sols. Donc ça va être un pavé. Je ne sais pas comment on va se résoudre ce débat qui va devenir institutionnel. Est-ce que notre recherche va être capable de rentrer dans le vif du sujet et de s'intéresser au carbone agricole? Voilà, c'est l'objet un petit peu de tout ce club, de tout ce débat qui doit naître et qui doit être véhiculé. Donc aujourd'hui, on peut argumenter qu'il va falloir faire attention et qu'il va falloir couvrir les sols. Un des outils royal qu'on vous a déjà en partie présenté, mais qui mériteront d'être un petit peu approfondis, le carbone, depuis très très longtemps, s'apprécie à travers le bilan unique, qui est le modèle mis au point par un agronome génial à l'époque à l'INRA en 1945, 6, 7, là, parce que ça a été publié en 47, Monsieur Hénin avec Monsieur Dupuy. Donc c'est le bilan unique Dupuy-Hénin qui a mis en évidence qu'il y avait une espèce de boîte au milieu ici. Voilà, on a une boîte humus avec une plante et des racines et l'activité biologique. On a une espèce de boîte carbone, on va dire ça comme ça, qui est alimentée par les résidus des plantes, les résidus racinaires, les couverts vivants, les rhizodépositions, puis les apports humiques que pourrait faire un agriculteur avec des amendements humiques, des fumiers, même des glisés ou des digestats qui rentrent là-dedans sans problème. Et ça nous intéresse parce que les agriculteurs, éleveurs, ils vont être dans cette configuration avec des fourragères où on va pouvoir finalement avoir une capacité à produire de l'humus par l'activité biologique des sols. Et chez les éleveurs, il y aura aussi des sorties qui sont de la minéralisation d'humus, le fameux coefficient K2 de ce modèle-là, et qui est sous l'action, en fait, qui est dépendant un petit peu des types de sol, du climat et du travail du sol, qui vient semer sa zizanie, puisqu'il injecte de l'oxygène, il va oxyder les sols, comme vont le faire les sols nus. Donc, on commence à comprendre que dans les sorties ici, il va falloir quelque part apprécier un paramètre qui est celui de la couverture des sols. Et ça avait été un sujet qui est amplement travaillé à l'IAD. Et donc, on commence à comprendre que nos sols d'élevage, on va pouvoir leur donner de la réactivité, on va pouvoir faire un réacteur carbone réellement avec ça, et que ça pourrait être intéressant pour peut-être contrebalancer des problèmes d'élevage. Alors finalement, on est dans des espèces d'approches un petit peu souples. On est dans des bilans carbone, c'est-à-dire que chez un éleveur, on aura un petit peu les mêmes réflexions que dans tout type d'activités qui sont carbonées aujourd'hui. Donc, notre bilan carbone, en fait, il va faire la différence entre tout ce qui pourrait être séquestré dans le compartiment sol, tout ce qui pourrait être utilisé dans un système de culture, etc., toutes les pollutions que ça va mettre en place, et puis finalement, toutes les conditions de gestion de ces systèmes-là. On pourrait rajouter des arbres, et puis on a des vaches à gérer, etc. Et donc, c'est un bilan entre ce qui pourrait rester dans la ferme et ce qui pourrait être générateur de GES. En fait, un bilan, hein, il a un passif et un actif. Voilà, on ne peut pas mener un débat autour du carbone et d'un bilan carbone sans avoir ces deux colonnes bien en place. Et donc l'agriculture, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ces deux colonnes sont très très bien identifiées. Et on a commencé un petit peu à les travailler sur des approches très très simples. Voilà. En gros, si je remets la vache dans son champ, voilà, elle mange de l'herbe, elle mange des fourrages, elle mange du maïs que cultive un paysan.
Et finalement, la colonne, elle va avoir un actif et un passif. Le passif, c'est ce qu'on connaît, c'est tout ce qui est ici en rouge, ou en, allez, c'est pas tout à fait du rouge, et qui va être le calcul des émissions de gaz à effet de serre du troupeau, de la ferme en règle générale. Et ici, vous avez le bilan de la vache heureuse qui reprend 1 hectare. Donc, c'est 1 hectare moyen de la vache heureuse de tous nos adhérents qui a été mis, et on a mis le carbone dans le flux, c'est-à-dire dans le cycle de la nature. Je produis de la biomasse ici avec des fourrages, des céréales et autres choses qui me produisent du grain et des fourrages et qui captent finalement du carbone dans l'air. Je vais soustraire du carbone dans l'air. Donc, l'hectare moyen de la vache heureuse a un bilan intéressant parce que bon, on a l'actif, on capte du carbone, on soustrait du carbone de l'air, on soustrait 10,7 tonnes de carbone à l'hectare. Et donc, ce carbone, il va se répartir entre du grain, 1,3 tonnes, de la paille, 1,5 tonnes de carbone, 3,1 tonnes de carbone de fourrage, 1,3 tonnes de racines sur les céréales et 3,5 tonnes de racines sur les fourrages. Et très rapidement, on se rend compte que les plantes n'ont pas les mêmes capacités de récupération de carbone, notamment dans leur partie aérienne. Si, bon, allez, on pourrait dire que les deux ici sont à peu près équivalents, on est autour de 3 tonnes. Le bilan, on va dire, racinaire est quand même très, très différent. Donc, on voit bien que les plantes fourragères vont avoir un atout carbone énorme. Et donc, on va mettre ça à l'actif de notre vache et on va regarder un petit peu comment se génèrent les pollutions. Donc, notre agriculteur, il va acheter des intrants. Et là, une politique d'autonomie le plus possible sur l'intrant est intéressante parce que vous allez pouvoir baisser la quantité de carbone que vous achetez. Alors, ça s'appelle du gasoil, ça s'appelle de l'engrais de synthèse, ça s'appelle même n'importe quel fertilisant, ça pourrait être du compost, voilà. Et donc, à un moment donné, des concentrés, hein, par exemple du soja, hein, et donc, vos achats d'aliments ou vos achats extérieurs vont venir impacter en fait la nutrition de la vache, qui est un fermenteur, et qui va ruminer et qui va remettre des GES dans le système. Donc, si je laboure mon champ ou si je fais du semi-direct, eh ben, on aura des émissions de GES un petit peu différentes selon les pratiques agricoles. J'ai mis de l'azote, donc je vais avoir des protoxydes d'azote qui s'évaporent. J'ai l'impact des concentrés, du transport, etc., qui va venir. Et on se rend compte que ma vache, sur 7 hectares, en fait, elle va polluer, elle va remettre dans l'atmosphère à peu près 9,7 tonnes de carbone. C'est-à-dire que à un moment donné, tiens, on se dit, tiens, finalement, si je mets ma vache dans la nature, elle mange de l'herbe qui capte du CO2, et bien finalement, quand elle pollue, même du méthane qui est transformé en CO2 ou en carbone pur, eh bien finalement, cette vache sur 1 hectare, elle ne va polluer que 9,7 tonnes de carbone. Ce qui fait que, eh bien, mon agriculteur éleveur, il a soustrait 1 tonne de carbone atmosphérique de l'atmosphère. Et là, vous dites, bon, il est quand même super balèze, c'est complètement l'inverse de ce que l'on nous raconte autour des vaches. C'est-à-dire, on nous dit que les vaches polluent beaucoup. Effectivement, quand je regarde la case ici, 9,7 tonnes, c'est énormément de carbone pollué. Mais finalement, si on regarde uniquement le passif de pollution sans regarder l'actif, eh ben, on se rend compte que ben, on va faire une erreur stratégique énorme. On pourrait, pour réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre des troupeaux, éliminer tout simplement les troupeaux. Voilà. Et ça, c'est la politique agricole qui pourrait se préparer en France si les instituts de l'élevage, les chercheurs et les gens qui travaillent ce bilan carbone qu'on a repris des instituts, parce que c'est celui-là qui est vraiment travaillé, eh bien, on se dit, ben non, on pourrait assister à l'élimination pure et simple des troupeaux pour baisser les pollutions. Or, quand on remet la vache dans son pré, on se rend compte que, ben, il va manquer 1 tonne de carbone dans l'atmosphère systématiquement quand on fait correctement ce travail-là.
Alors, cette tonne de carbone, où elle est? Ben, en fait, pourquoi elle manque dans l'atmosphère? Ben, c'est parce que l'agriculteur a une production de carbone alimentaire, c'est-à-dire euh, l'alimentation qui est vendue vers la société, qui s'appelle du lait, de la viande, des céréales excédentaires dans le système de la ferme. Ben, on se rend compte que c'est une tonne de carbone qui va aller vers la société, c'est le consommateur, qui va venir finalement rééquilibrer ici le carbone atmosphérique que l'on a soustrait par le végétal. Et là, on se dit, tiens, c'est bon, c'est plus la vache qui pollue, mais c'est le consommateur, et c'est normal, c'est moi le responsable de l'effet de serre, c'est jamais la vache, hein. Et donc, ce carbone, il circule dans le système et on se rend compte que quand on fait correctement notre métier d'agriculteur avec un bilan humique positif, on peut en plus stocker du carbone dans le sol. La moyenne de la vache heureuse, c'est 0,5 tonnes de carbone à l'hectare qui va être mis temporairement dans l'humus, qui va aider à la fertilité des sols, qui va aider à mieux gérer l'achat d'intrants, puisque finalement, je vais gagner en fertilité, donc j'aurai peut-être besoin de moins de concentré ou de moins de fertilisation azotée ou autre. Et donc, à un moment donné, on se rend compte que finalement, qu'on peut faire la totalité du flux de carbone de la ferme. Et en fait, la vache, elle est dans un flux de carbone permanent. Et ce flux de carbone, il va falloir le gérer à bon escient. Donc, je vais produire des fourrages, je vais avoir quelque chose qui revient au stock, au sol, je vais stocker dans le sol temporairement de l'humus qui augmente ma fertilité, qui me permet de gérer des intrants ici. Si j'ai fait le choix des bons fourrages, j'ai besoin de peu de soja acheté, etc., je vais améliorer mes bilans. Et que finalement, j'ai quelque chose d'intéressant, j'ai un carbone alimentaire qui va vers la société. Et quand on regarde ça, on se dit, tiens, c'est heureux, la nature, elle a probablement fabriqué une vache ayant un impact positif pour le climat. Ouais, parce que on comprend assez mal que la création naturelle, l'évolution, etc., de cet écosystème naturel, produire, consommer, recycler, avec 0,04 de CO2 dans l'air, 0,4, c'est des pourcentages, hein. Je fais toute la biologie et toute la vie sur la Terre. La vache, elle appartient à cette biodiversité. Et donc, on se rend compte que cette biodiversité, en fait, c'est quelque chose qui est très, très, très efficient pour gérer le carbone atmosphérique. Donc, on a commencé à comprendre que le bilan carbone des élevages, en fait, c'est quelque chose qui est un actif et un passif. On commence à bien comprendre ça, que c'est un flux permanent de CO2 qu'il va falloir mesurer. Alors, on l'a ramené en carbone, sinon ça fait des chiffres trop gros, hein. Il faudrait multiplier tout par 3,7. Et que ce flux, en fait, on peut soustraire durablement du CO2 de l'air sans problème particulier. Et maintenant, quand je fais le flux total, c'est-à-dire y compris l'alimentation que les vaches produisent, qui est du carbone renouvelable, qui est au crédit, hein, qui est à l'actif, on va dire, des vaches, hein, et pas au passif, eh bien, on se rend compte que c'est le consommateur qui vient équilibrer la boucle, et c'est tant mieux. Alors maintenant, la question qui s'est posée aux éleveurs avec lesquels on travaille, c'est comment est-ce qu'on va améliorer ce bilan carbone? Est-ce qu'on peut finalement supprimer l'effet négatif ici du consommateur pollueur? C'est-à-dire que si on continue à produire une tonne de carbone, est-ce que je peux soustraire ou je peux continuer à soustraire du carbone atmosphérique? Et la réponse, elle est oui, parce qu'on a plein de leviers de gestion qui vont apparaître quand vous réfléchissez sur ce carbone qu'on appelle biogénique. C'est-à-dire, on est dans le cycle de la nature et il n'y a que l'agriculture qui peut se projeter dans ce cycle de la nature où vous avez un bilan actif, passif. Et l'actif, ce sont les plantes qui poussent. Alors, comment on va travailler? Eh bien, on se pose des questions, mais bah tiens, si je me projette sur une ferme, donc là, c'est une ferme qui est à la Chapelle d'Antenne, qui est le bureau de la vache heureuse, où on mène tout un tas de bilans d'expérience et où on travaille ces nouveaux modèles. Puis on se rend compte que ici, quand je fais le bilan sur
des hectares, en fait, en moyenne, la ferme elle va produire 181 tonnes de carbone vers la société. Donc, il y a en plus du biogaz sur cette ferme-là. Et puis, de l'autre côté, elle va polluer 827 tonnes de carbone dans son acte de production. Et quand on a fini tout le circuit avec la récupération par les fourrages, l'achat d'intrants, et puis des bilans humiques positifs sur la totalité de la surface, on se rend compte que cette ferme, de façon nette, elle va enlever 205 tonnes de carbone de l'atmosphère qui vont revenir polluer par le consommateur pour 181 tonnes. Et si on fait la différence, eh bien, il va manquer 25 tonnes de carbone, à peu près, hein, ou 24 si on veut être strict en maths. Hein. Donc, on va enlever durablement tous les ans sur cette ferme-là qui fait 150 hectares, 160 à peu près, hein, on va enlever 25 tonnes de carbone dans l'atmosphère tous les ans avec un élevage laitier productif. Et finalement, on a commencé à chercher les marges de manœuvre. Donc déjà, maintenant, là, ça y est, j'ai des troupeaux qui dépolluent l'atmosphère. Donc ça, c'est vraiment pas mal, c'est la bonne information. Et on se demandait, mais comment on va gérer une amélioration de cette performance, c'est-à-dire garder la performance alimentaire et productive, parce qu'il va quand même falloir nourrir les gens, et de l'autre côté, continuer à baisser cette quantité de carbone dans l'atmosphère. Alors finalement, on s'est posé des questions. Ben tiens, là, dans ce bilan, on n'a pas encore bien appréhendé les arbres. Donc ça, c'est tout le travail que mène le Club Carbone ou Carbone Fertile, là, qui se met en place. C'est tout le travail que je mène depuis très longtemps déjà avec Alain Canet. C'est une réflexion de fond. Quelle est la place de l'arbre? On a trouvé toutes les abacs. On va vous présenter l'arbre en détail bon, dans un des prochains clubs. Et ça va nous permettre finalement d'avoir ici un séquestrateur net de carbone qui va venir enlever du carbone atmosphérique supplémentaire sans jamais bouger la performance actuelle du système. Donc l'arbre sera un levier très, très, très performant dans le système carbone. Et on s'est rendu compte à l'analyse de cas, parce que c'est un débat qui est bien ouvert aujourd'hui avec les agriculteurs et éleveurs, que ces arbres-là, on pourrait les mettre à contribution, non seulement pour stocker du carbone quand ils poussent, mais aussi pour valoriser du bois, plaquettes, chauffage ou litière sur les fermes. Alors les fermes, ce sera un élevage plutôt de la litière, et ça va me permettre d'économiser des achats d'intrants, notamment de la paille, dans les fermes d'élevage. Donc ça, c'est une réflexion qui est très, très, très intéressante parce qu'on s'est rendu compte que la paille avait un impact très, très lourd dans les bilans, surtout si elle est achetée dans les fermes d'élevage. Donc, on a des stratégies d'autonomie qui se mettent en place. La marque de fabrique de la vache heureuse, c'était de travailler sur, on va dire, l'autonomie en protéines, donc pas d'achat de soja, etc. Donc, autonomie par la voie fourragère. Et ça, on se rend compte que c'est vraiment très, très, très payant. Mais finalement, on pourrait travailler aussi de l'autonomie de la paille et des autres aliments achetés si on était capable de bien produire les céréales et de les réintroduire dans l'acte de production du lait ou de la viande. Et ça, on se rend compte que l'arbre aura un levier, ce sera un levier surpuissant, probablement que si la politique agricole de Bruxelles se met bien en place, on pourrait recréer sans problème le bocage, sans perdre jamais dans l'acte de production. Alors, ce ne sera pas le même bocage que celui qui a été créé durant la Révolution, mais ce sera un bocage adapté à nos projets d'agriculture moderne et mécanisée. Donc ça, c'est un levier important sur lequel on a décidé de réfléchir et d'agir. Sur la ferme de la Vache Heureuse, ici, chez M. Ziegler-Anton, on pourrait très facilement intégrer l'existant et ça nous donnerait une petite idée et on pourrait faire un projet extrapolé, une séquestration de carbone ou une soustraction de carbone atmosphérique supplémentaire par un projet de plantation et de gestion des arbres. Autre débat qui est apparu, c'est eh bien, je pourrais peut-être aussi améliorer la production de mes céréales et de mes fourrages. C'est-à-dire, on se rend compte qu'aujourd'hui, ici, dans ces deux grands volets du végétal
qui vont finalement soustraire énormément de carbone atmosphérique parce que c'est les vrais capteurs. La feuille, c'est le vrai capteur, hein. Il n'y en a pas d'autre. On se rend compte que les plantes, ça va être le capteur le plus rentable pour l'humanité, parce qu'en plus, on peut le mettre en production, hein. Eh bien, on se rend compte qu'ici, c'est le levier génétique qui devrait être actionné, c'est-à-dire on cherche actuellement des blés avec des pailles 2 fois plus hautes que nos variétés naines, qui ne perdent pas la productivité du grain, par exemple. On fait le même travail autour des fourrages. On est dans une grosse recherche ici sur des plantes géantes. Alors, on en a quand même, hein. On a gardé le maïs, par exemple, qui est une plante géante, mais on s'intéresse beaucoup aux plantes qui sont grimpantes, comme les pois fourragers, les vesses, parce que justement, c'est des plantes géantes. Et puis, on aurait peut-être des plantes couvre-sol qui pourraient être aussi intéressantes parce que après la récolte, elles resteraient au sol, mais comme elles rampent, ben, elles sont géantes et elles laisseraient peut-être beaucoup plus de carbone dans le système. Donc il y a énormément de travail à actionner sur le levier génétique, parce qu'ici, vous avez un bilan carbone qui n'est pas optimisé, c'est-à-dire on fait avec ce que nous propose l'industrie ou les sélectionneurs ou les chercheurs, par exemple quand ils travaillent à la sélection variétale. On se rend compte que, pareil, sur le fuel, on pourrait faire des économies, c'est-à-dire améliorer encore plus les pratiques de conservation des sols, mais qui sont déjà très avancées. Donc là, on n'aura plus beaucoup de gains. Et on travaille sur le volet azote, mais le volet azote, il est en train de se réduire. On achète de moins en moins de fertilisation parce qu'il y a un méthaniseur qui est accolé à la ferme. Donc, on pourrait travailler le côté fertilisation exactement comme on travaille le flux autour de la vache. Et à un moment donné, ben, si on ne travaille pas le sol, on se rend compte que quand on recale avec nos modèles américains les sols couverts et les bilans humiques qu'ils ont, ben, on va avoir à peu près 82 tonnes de carbone stockées euh, temporairement dans l'humus du sol. Donc, c'est un carbone qui est labile, mais qui est ralenti, c'est-à-dire que mon cycle est ralenti par le stockage temporaire du carbone dans l'humus du sol. Ça, on gardera constant, je pense. Et actuellement, c'est mon travail de cet après-midi. On travaille sur la qualité de la ration de la vache pour baisser ses émissions à la rumination, parce que c'est un levier qui a l'air intéressant. On peut baisser de 15% quand les rations sont riches en oméga 3, c'est-à-dire en produits très nutritionnels pour les vaches, donc les fourrages verts le font. C'est le travail que fait Bleu Blanc Cœur notamment dans son système. Ils ont un bilan, car ils ont un bilan d'émissions de gaz à effet de serre de la vache à sa rumination qui montre qu'une vache qui produit du lait très riche en oméga 3, c'est-à-dire en acides gras insaturés provenant des fourrages verts autonomes, l'autonomie en protéines notamment, c'est très très favorable à la baisse ici des GES et qui n'est pas pris en compte actuellement dans les programmes officiels parce que ce bilan d'émissions, c'est le bilan de l'ADEME et de l'Institut de l'élevage, tout simplement. Et finalement, on se rend compte que ben, on pourrait agir sur les intrants parce que ben, on n'a pas encore pris tout le potentiel de réduction de ces achats. On pourrait agir ici sur le volet génétique, donc récupérer encore plus de CO2 dans l'air avec une performance végétale améliorée. On pourrait agir encore plus sur la séquestration temporaire dans l'humus du sol pour améliorer la fertilité, ce qui améliorerait la productivité des plantes. Voyez, on pourrait sans doute agir sur un volet arbre et on pourrait agir sur un volet baisse des émissions. Donc finalement, quand vous mettez la vache dans son flux naturel de carbone, la vache est dans son champ et elle mange des fourrages, on se rend compte qu'on va avoir ben, un premier potentiel de gestion du carbone, un deuxième avec les systèmes racinaires, un troisième avec les intrants, un quatrième ici, poste de gestion avec les arbres, les haies et puis tout ce qu'on pourrait faire avec. Et puis finalement, le bilan humique positif qui va directement dépendre sans doute des systèmes racinaires et des plantes couvre-sol. On ne touchera pas beaucoup à ce système-là, voire, parce que si ça produit plus, ben peut-être qu'on pourrait en envoyer un petit peu plus ici.
et on peut encore agir sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans la totalité du modèle qui s'impose actuellement. On impose ça aux agriculteurs. Et finalement, les postes de gestion sont énormes, c'est-à-dire ils sont au moins il y en a un, deux, trois, 4, 5, 6, voilà. On a 6 postes de gestion du carbone sur des grosses masses importantes avec des leviers énormes sur les flux qui pourraient nous baisser énormément la quantité de carbone dans l'atmosphère malgré la pollution du citoyen qui va consommer notre alimentation. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. On se rend compte que le potentiel de réduction du carbone atmosphérique, il est très, très, très élevé dans les fermes d'élevage, contrairement à ce que tout le monde raconte. Et là, il va y avoir un bug sociétal. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur d'affirmer, moi, de mon travail de développeur, que la totalité de ce que va nous faire l'État ici est faux, hein, parce qu'ils ne se tiennent compte que du volant rouge, on va dire, ou rose, des émissions, sans jamais tenir compte du flux total de carbone dans un système d'élevage. Alors rassurez-vous, le monde n'est pas tout beau, blanc ou noir. On a des élevages qui ont des bilans positifs, c'est-à-dire qui mettent plus de carbone dans l'atmosphère et qui n'arrivent à en soustraire. Mais en fait, on voit bien qu'il y a une démarche de progrès, que c'est accessible à tous les agriculteurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que l'on peut dépolluer l'atmosphère tout en ayant des élevages de ruminants. Alors, un des leviers qui est très, très bien identifié, donc là, c'est des expérimentations qui nous viennent de Nouvelle-Zélande, ce sont les systèmes racinaires des plantes. Et ici, vous avez un système racinaire inexistant, c'est-à-dire j'ai une mauvaise gestion de la plante. Ici, c'est un petit peu mieux, on voit des racines qui apparaissent, mais la gestion n'est pas encore optimisée. Là, j'ai une gestion qui commence à être bien améliorée et on a un système racinaire, somme toute, intéressant. Et la meilleure gestion, là voilà, c'est le quatrième pot de fleurs, je dirais, avec un système racinaire très, très dense et très performant. Et en fait, quand on s'intéresse ici, c'est de l'herbe, hein, c'est gestion de la prairie. On se rend compte qu'une prairie mal gérée ne stockera pas, ne sera pas capable d'avoir des bilans humiques positifs. Au pire, on fera zéro. Par contre, si on gère correctement nos prairies, et ça va être vrai pour toutes les plantes, ben à un moment donné, on va avoir énormément de végétal et on aura aussi énormément de carbone dans le sol. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comparer des pratiques, ça ne sert pas à grand-chose si on ne regarde pas les bonnes ici ou les mauvaises pratiques agricoles. En fait, l'écart entre les pratiques agricoles est énorme et déterminant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, en fait, ici, je fais de la pelouse, je tonds tout le temps, hein, globalement. Les vaches sont en surpâturage. Ici, je vais finalement, en fait, c'est ce dessin-là, hein, je vais pâturer toujours quand la plante a une feuille. Donc, à une feuille, elle n'a pas le temps de développer son capteur de CO2 et donc elle n'a pas non plus la potentialité d'alimenter un système racinaire performant. Et donc, j'aurai beaucoup moins de carbone in fine à revenir dans le sol puisque les racines, elles meurent et elles vivent, elles se renouvellent tout le temps. Dans le deuxième ici ou le troisième, c'est le deuxième petit schéma ici, là sur le schéma, et bien en fait, plutôt que de prendre à une feuille, je vais laisser pousser deux feuilles et récolter mon herbe à deux feuilles. Et on voit bien que la masse racinaire, elle est beaucoup plus importante, quasi le double. Et maintenant, si j'arrive à la bonne gestion réellement de mon herbe, eh bien, je vais prendre l'herbe quand elle aura trois feuilles. Et puis finalement, à trois feuilles, eh bien, on a le développement optimum du système racinaire qu'on va retrouver ici, qui est quasi le double encore de la modalité 2 du milieu. Et on se rend compte que ce travail-là devra être fait par nos organismes de recherche, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose de très, très douloureux qui va arriver, hein. Et donc, Carbone Fertile va sans doute s'emparer de ce sujet-là parce qu'il est primordial
il existe en agriculture des bonnes pratiques agricoles et des mauvaises pratiques agricoles. En fait, quand on va les regarder à travers notamment les bilans humiques qui nous donnent ça, eh bien, ou ça, c'est-à-dire on aura des bilans humiques dégradés quand on aura des mauvaises gestions et des bilans humiques aggradés quand on aura des bonnes gestions. Et en fait, on va commencer à trier ça, c'est-à-dire l'information capitale qu'a besoin un paysan, c'est si je fais, je ne sais pas, du labour et du sol nu 150 jours par an, est-ce que je fais une bonne pratique en faveur du carbone? Alors, pour les sols nus, on sait que ça ne marche pas. En fait, on l'a déjà mesuré dans un programme expérimental avec Arbres et Paysages 32. Donc, ça, c'était un travail collégial entre l'IAD et Arbres et Paysages 32 dans un programme expérimental qui s'est appelé AGRO. Et en fait, quand on a un petit peu regardé la capacité des agriculteurs à séquestrer du carbone, dans un témoin grande culture Midi-Pyrénées, on trouvait une perte de 300 kg de carbone par hectare et par an. Et en fait, cette perte d'humus qui est liée au sol nu, elle n'a pas pris en compte mon avertissement de départ, c'est-à-dire qu'ici, le modèle ne calcule pas l'équation de Fenton, donc on pense que c'est supérieur. Mais bon, ce sont des hypothèses de travail qui ne sont pas validées dans les modèles actuels. Et que l'autre débat ici, on a commencé à calculer la différence entre les sols couverts et les sols travaillés et nus. Il y a 150 jours de capteurs solaires en plus ici avec les couverts végétaux. Donc, on se rend compte que dès que vous allez mettre des couverts végétaux partout et que vous allez laisser ces couverts végétaux fonctionner et que les plantes peuvent se développer, les agriculteurs de ce programme-là, qui étaient en conservation des sols, en sol couvert, en semi-direct, en intensification de production de biomasse par les couverts végétaux pour faire des capteurs solaires, eh bien, ils sont capables de stocker 600 kg de carbone par hectare et par an dans l'humus. Et ça, c'est sans optimisation de système. Et tout d'un coup, on a eu le nez dessus sur ce résultat-là. Avec le bilan humique du PNR, on se rend compte que les deux pratiques eh bien, ont un écart cumulé de quasi 1 tonne de carbone. La différence entre les deux, c'est plus 1 tonne de carbone. Et alors que tous les ans, celui-là, maintenant, il va perdre 300 kilos, et celui-là, tous les ans, il va garder 600 kilos. Ça veut dire que le différentiel d'année en année est énorme. Ça nous a donné un slogan bon, qui est somme toute exact. On en a déduit que les sols nus sont des sols foutus. Et c'est peut-être même pire que ça. C'est-à-dire que ce dont personne ne se rend compte, mais ça fera l'objet d'une prochaine comment dire, présentation, d'un prochain débat, c'est que ce sol-là, il va être très très chaud, il va emmagasiner de la chaleur qu'il va rayonner. Et en fait, mon sol nu, c'est sans doute la principale cause du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'ici, on n'a aucun tampon possible par rapport au soleil et que si vous venez ici dans le végétal, vous avez une plante qui va amortir, qui va faire de l'ombre, qui va baisser la température du sol. En fait, on commence à comprendre qu'il n'y a qu'une façon pour lutter contre les gaz à effet de serre, c'est de supprimer les sols nus et de climatiser la terre avec des plantes, tout simplement. Et maintenant, ça devient monstrueux parce que si vous regardez votre globe à l'état global, partout où l'homme passe, il détruit le système végétal. C'est-à-dire la forêt brûle, il y a du macadam, du TGV, des routes, de l'urbanisation, des usines, partout, partout, partout. C'est-à-dire c'est le monde des gaz à effet de serre, il est en train de perdre la boule, je dirais, dans une thématique qui se résume par des sols nus et foutus, alors que l'outil de lutte, c'est le végétal, qui fait exactement l'inverse, végétaliser la terre et vous baisserez les émissions. Enfin, vous ne baisserez pas les émissions, vous baisserez la concentration de carbone dans l'air. Et puis, vous êtes capable de climatiser, de réguler la température et le climat. Donc ça, c'est une thématique qui va arriver et qui se prépare et qui est très, très, très productive de sens et de simplicité dans les moyens d'action. Faisons confiance au végétal.
Et donc, cette diapositive, elle avait été créée suite à ce travail-là, c'est-à-dire elle nous montre la progression du végétal. J'ai de la monoculture de blé. Eh bien, si je fais tout le bilan annuel sans couverts végétaux, j'ai une production totale de 7 tonnes de carbone par hectare et par an, dont simplement les 2,5 ici vont rester dans le sol. Si je mets des couverts végétaux en plus, je leur donne de la performance, eh bien, j'ai un capteur supplémentaire, j'arrive à 12 tonnes de carbone dans le total annuel de la biomasse produite. L'on peut ventiler toujours la même pour les hommes. Je pourrais avoir un stock d'énergie, par exemple, pour la méthanisation. C'est en plus, une partie de la plante pour aller là. Et je vais avoir beaucoup plus de racines qu'auparavant. Et si je rajoute des arbres, c'est-à-dire un capteur supplémentaire, eh bien, je peux augmenter le volet énergétique, c'est-à-dire des branches, du BRF, du bois de chauffage, des plaquettes. J'ai une partie de la biomasse du couvert végétal qui pourrait aller faire de la méthanisation. J'ai toujours ma culture alimentaire ici, par exemple du blé, et j'ai des systèmes racinaires qui tous se cumulent dans l'espace et dans le temps, qui fait un séquestrateur net de carbone. En fait, on a une capacité à soustraire 16,5 tonnes de carbone par hectare et par an, alors que dans le premier schéma, avec des sols nus et de la monoculture traditionnelle avec travail du sol, je n'en ai que 7. C'est-à-dire la performance végétale, je la multiplie par 2,5 sans optimisation de rien du tout dans la génétique ici. On n'a pas encore sélectionné et mis en place les bons arbres. On n'a pas encore tout à fait les plantes géantes qui conviendraient bien, qui pousseraient en pleine sécheresse ici parce que personne ne nous sélectionne ça. Et nous n'avons pas les bonnes variétés de blé avec des pailles 2 fois plus hautes parce que c'est du carbone supplémentaire et des systèmes racinaires beaucoup plus puissants qui seraient peut-être capables en plus de lutter contre des adventices. Donc, on voit bien que cette agriculture, dans le flux de carbone, un bilan avec un actif et un passif, elle est très, très, très performante et qu'elle nous donnera les solutions pour la société. Alors, finalement, on avait des grands instants de solitude, et ce sera ma conclusion. Où sont les arbres pour le climat? Donc, là où cette photo avait été prise, ici reconnaîtront. Et donc, le mot-clé, c'est, et donc vous l'avez déjà entendu d'ailleurs si vous participez au Club Carbone, on pense que c'est le moment de sauver la planète avec des plantes, parce que quand vous supprimez le E de planète, qui est le E de l'erreur, qui signifie exploitation, eh bien en fait, vous avez une solution qui s'appelle la plante. Et c'est sur ce petit mot que je vous invite à réfléchir. Merci. Merci Conrad. Alors évidemment, tu vas susciter des questions et c'est Cécile qui m'a confié qu'elle n'avait pas une mais plusieurs questions. Cécile, tu as la Oui, parole. merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors moi, je voulais savoir la diapo de synthèse sur le bilan de l'élevage, là, parce que là, on a des chiffres. Donc, est-ce qu'il y a une publication qui permet de savoir comment vous avez obtenu ces chiffres? Est-ce que c'est possible de savoir comment ils ont été obtenus? Pas de répondre là, hein, mais voilà, est-ce que c'est disponible quelque part? Alors, à ce stade-là, c'est complètement expérimental. On ne l'a pas encore publié, d'accord? Par contre, je peux vous donner à peu près la méthode mise en place. Okay. La partie rose fuchsia, là, enfin sur mon ordi, ça sort comme ça toujours. On va dire les émissions de gaz à effet de serre sont faites avec le modèle officiel de l'IDEL, d'accord? Okay. Donc on a commencé à prendre ça puisque c'est avec le cap de ZER, comment dire, c'est le modèle officiel de l'élevage. On ne calcule que ça d'ailleurs. Donc, ça, c'est première partie de cette boucle du flux du carbone. Donc, les émissions, c'est le modèle officiel. Ensuite, ce qui va rester dans le sol sous forme de tonnes de carbone, la partie orange, c'est le bilan humique du puits Hénin qui est utilisé.
et que, en fait, je travaille avec l'Institut de l'agriculture durable. On a repris ce bilan humique parce qu'en fait, c'est le plus intéressant pour les agriculteurs, dans le sens où il n'a qu'une boîte. On va dire, il y a des entrées et des sorties, hein. Et donc, il est facile à gérer et facile à comprendre et facile à échanger avec les autres partenaires mondiaux. C'est-à-dire que Dupuy-Hénin, quand il a fait son bilan unique en 1947, il a été diffusé et amélioré dans chaque pays du monde sur sa base de travail. C'est-à-dire que quand on reprend ce bilan unique, on a un sujet qui est partagé, sur lequel on peut se comprendre très très vite. Donc on a repris ce bilan unique et on y a rajouté une inconnue qui persiste, alors qui est levée aux États-Unis, qui est levée dans d'autres pays d'Europe, notamment, enfin pas d'Europe, mais du monde, notamment en Australie. C'est l'incidence du travail du sol, c'est-à-dire un indice de perturbation des sols qui vient oxyder le sol et qui vient nous accélérer la perte d'humus. Donc on a repris en fait tout le travail qu'avait fait l'INRA à Boigneville notamment en 2011 et on l'a rentré, on ne peut paramétrer aujourd'hui ce bilan unique sur le travail du sol. Donc ça, c'est publié, on a publié ça à l'Institut de l'agriculture durable. Ensuite, le volet qu'on va dire la production de biomasse totale, c'est un simple bilan de biomasse, c'est-à-dire j'ai un rendement en tonnes de matière sèche et le bilan unique de Dupuy-Hénin, en fait, il nous donne la quantité de racines qui accompagne cette production végétale. Donc là, c'était très facile à partir du bilan unique d'avoir la totalité du carbone végétal qui sert de capteur, Ouais. si vous voulez. Alors, c'est là que j'ai une question, parce que oui. je rebondis là-dessus, c'est qu'à ce moment-là, parce que je me doutais que c'était comme ça, mais alors je ne comprends pas, parce que le fourrage et le grain, Oui. il est mangé par les vaches. Oui. Donc, en fait, je ne comprends pas pourquoi on le considère en stockage de carbone. Pourquoi ça reste, en fait, dans le positif. Pour moi, comme c'est mangé, ça devrait ne pas apparaître, en fait. Non, ben ça, c'est la grande erreur. C'est Ah ouais. quand on a volé le carbone aux agriculteurs, c'est ce que je dis. On leur a volé le végétal, on leur a volé la nourriture qu'ils produisent et on leur a volé ce qu'ils stockent en bilan unique dans le sol. Oui, mais ça, ces calculs-là, c'est si jamais le fourrage, on le laissait au sol. Non, 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 il y a toujours un solde, si vous voulez. Parce que la partie racinaire, je suis d'accord, mais la partie aérienne, si on l'exporte pour la donner en nourriture. Oui, c'est ce que calcule le dossier de l'Institut de l'élevage. C'est-à-dire l'Institut de l'élevage va prendre le fourrage, acheté ou pas d'ailleurs, hein, il contient du carbone, il va être ruminé et il va provoquer du méthane, hein, globalement, hein, si on fait la rumination des vaches, hein, pour faire simple. Par contre, à aucun moment, dans le passif de la rumination, on ne met l'actif de la récupération du CO2 par le capteur. Donc, il faut qu'il apparaisse dans le raisonnement. Le solde, il arrive en haut, c'est-à-dire il va me manquer moins 1 tonne de carbone par hectare dans l'atmosphère, qui est en fait l'alimentation que j'ai produite en contrepartie. Et on se rend compte que quand on fait ce bilan-là, la plante qui a été mangée, elle a quand même récupéré du CO2 dans l'air. Et cette partie-là n'est jamais comptée. Et cette partie récupérée de CO2 va se transformer en grains, en paille, en fourrage et en système racinaire, où il y a la biologie du sol. Aujourd'hui, personne ne nous dit quel est le carbone momentanément immobilisé dans la biologie des sols, c'est-à-dire les vers de terre. Hein, ça, ce n'est pas compté encore dans le bilan. C'est-à-dire quand je passe de 0 vers de terre à 3 tonnes de vers de terre, j'ai immobilisé du carbone. Et donc, la différence de 0 à 3 tonnes, c'est une espèce de séquestration, alors qui est réversible. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'envoyer les bons messages sur les bonnes pratiques. Hein. Mais momentanément, quand je passe de 0 vers de terre à 3 tonnes, j'ai soustrait énormément de carbone dans l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on commence à comprendre, c'est que le carbone agricole, c'est la biodiversité générée à tous les étages, depuis la rhizodéposition, l'activité biologique dans le sol, sur le sol
les plantes, et donc le séquestrateur, il nous fabrique, enfin, on ne peut pas dire le séquestrateur, le capteur de carbone qui est la plante, il nous fabrique un cycle de carbone labile permanent. Et la vache, elle va le renvoyer dans l'atmosphère. Et c'est normal, il n'y en a pas de CO2 dans l'air. 0,4%, si vous ne polluez pas et que vous n'en envoyez pas un max, la photosynthèse ne peut pas fonctionner. Et donc, dans ce bilan-là, c'est-à-dire, même si je rumine, ça ne fait pas zéro. Parce que quand la plante pousse, eh bien, vous avez, si j'ai bien travaillé, un bilan humique positif, donc du carbone qui va rester. Vous avez une activité biologique à la clé qui n'est pas comptée. Toute la biodiversité générée par une ferme d'élevage, etc., ce n'est jamais compté. Les renards qui circulent sur une ferme, combien de carbone momentanément? Les abeilles, combien de carbone? Les vers de terre, combien? Les carabes, les nématodes, Oui, tout etc. à fait. Mais là, c'est pas comptabilisé, Champignons. ça, Hein. C'est dans pas votre schéma. comptabilisé. Voilà, Non, donc non. il faudrait en rajouter Hein. une Il faudrait case. encore l'améliorer. Voilà. Hein. Il faudrait encore l'améliorer. Et donc, on voit bien que, en fait, ce premier essai, quand vous mettez ce carbone dans le flux et que vous commencez à l'identifier, eh ben, en fait, on se rend compte qu'il y a la couverture des sols, elle a un potentiel phénoménal. Qu'on ne va pas être dans une phase de séquestration nette du fossile, réellement. On est dans l'amélioration d'une boucle en flux, et cette boucle, plus elle grandit avec sa biodiversité à la clé, eh bien, plus vous avez soustrait du carbone de l'atmosphère. Et vous l'avez mis momentanément dans cette très grande boucle de biodiversité. Alors, c'est quelque chose qui est terrible parce que on se rend compte que les agriculteurs qui vont bien travailler, c'est en produisant de la biodiversité, peu importe laquelle, qu'ils vont soustraire tout le carbone de l'air. Et que ce carbone, il est labile. Oui, Hein, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y a pas, aucun souci là-dessus. C'était juste que, ça, voilà, c'est passionnant. Hein. complètement. Mais voilà, quand on présente des chiffres, surtout à des interlocuteurs qui peuvent trouver ça très étonnant, il me semble qu'il faut que ce soit bien bétonné au niveau des sources Je vous le mettrai parce que tout ça, quoi. je peux le rajouter là dans le Ouais. diaporama parce que bon, ce que je peux vous raconter, je peux le mettre dans les sources et je vais vous faire une diapo parce que je l'ai, donc ce sera plus simple. Je vais rajouter une diapo de Super, sources sur lesquelles vous pouvez rebondir facilement. merci. Je vais essayer de reformuler un petit peu différemment et de façon peut-être un peu plus simpliste l'échange que vous venez d'avoir. Au tout début, dans l'introduction, j'ai expliqué que on commençait à avoir une vision assez nette, assez partagée du stockage de carbone dans les sols. Mais lorsqu'on passe au niveau élevage, il faut toute une gymnastique intellectuelle qui va nous permettre de comprendre un peu comment ça se passe. Et Conrad a essayé très pédagogiquement de nous l'expliquer. Je dirais à Cécile la chose suivante, très simple. Quand on laisse des pailles sur le sol, tout le monde est d'accord qu'on apporte du carbone au sol. On va avoir une humification, on va quand même avoir un flux avec la minéralisation secondaire, et tout ça, ça va nous faire un bilan humique. Mais si ces pailles, au lieu de les valoriser sur le sol en termes de carbone, on les donne à consommer aux animaux, pourquoi à ce moment-là le carbone serait égal à zéro? C'est un petit peu difficile, mais il faut comprendre un peu le mécanisme. Alors, on peut, et c'est le travail est en train de faire l'IAD, et je vais vous partager juste une diapo très simple. C'est que le carbone, on est tous d'accord pour dire que c'est le squelette du vivant, c'est le squelette de la biodiversité, de la fertilité. Mais le carbone, c'est aussi et avant tout de l'énergie. Et on peut donc exprimer tout ça en termes énergétiques. Parce que tout est énergie. Alors, il y a l'énergie de ce que l'on produit à travers les plantes, à travers la valorisation, par exemple, des animaux qui vont stocker du carbone, et c'est dans la diapo de Conrad, ces tonnes de carbone qui vont vers la société. Et l'intérêt également de le considérer en termes d'énergie, c'est qu'on va pouvoir intégrer dans notre mode de production
à l'échelle de la ferme, à l'échelle d'un écosystème global, également les consommations d'énergie fossile, d'énergie renouvelable, de cives, de digestats, des méthaniseurs, de semences fermières, etc. Donc, on va essayer, et c'est le schéma que je vous présente, c'est l'IAD avec Conrad est en train de réfléchir à un schéma d'économie circulaire qui reprend les concepts produire, consommer, recycler. Mais en parlant d'énergie. C'est la même chose que de parler de carbone, hein, parce que pourquoi on parle de TEP, c'est parce que c'est une unité qui va pouvoir prendre en considération des mégajoules, des kilowatts, etc., etc. Mais derrière, il y a de toute façon du carbone. Et c'est là, Conrad, lui, parlait d'actifs passifs. Dans ce schéma-là, où on essaye de présenter j'ai une production végétale, je la consomme au sein d'un atelier animal, mon atelier animal produit, je recycle parce que j'ai des énergies renouvelables également, parce que j'ai de la fertilisation organique, etc. Et je rentre dans un cycle. Et à la fin de ce cycle, je veux voir ce que j'ai consommé en énergie et ce que j'ai produit en énergie. Et c'est là où je saurai quelle est la valeur ajoutée que j'ai donnée à mon carbone. Ça présente un intérêt fondamental, ce type de schéma-là, et Conrad l'a très bien expliqué. C'est en définitive, ça permet de voir où sont les marges de manœuvre pour un agriculteur. Où est-ce qu'il va pouvoir soit améliorer, baisser ses consommations en énergie fossile, où est-ce qu'il va pouvoir améliorer son système en termes d'alimentation et d'autonomie fourragère, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. L'autre intérêt, c'est que ça permet, si on parle d'énergie de façon globale, de sortir d'un débat qui est purement idiot. Encore une fois, Conrad m'a devancé en disant, et le débat idiot, c'est celui de j'émets des GES et je stocke du carbone. Et donc, moi, puissance publique, je m'intéresse qu'à l'émission de GES parce que c'est facile à calculer. Et que c'est quand même beaucoup plus embêtant de dire qu'un agriculteur stocke du carbone. Donc, parler en termes d'énergie globale, de tonnes équivalent pétrole, eh bien justement, ça permet de sortir de cette espèce de réflexion binaire qui ne va de toute façon tendre qu'à sanctionner ceux qui vont émettre des GES. Et puis, il y a un effet pervers de ce type de schéma. Hein. Il faut bien qu'on se le dise. Hein. Vous comprenez bien que dans un schéma qui a une économie circulaire comme celle-là, qui sait produire, consommer, recycler, la place de l'animal est importante. Là, on est en train de vous dire que la polyculture élevage est quand même le système qu'il conviendrait de développer. Voilà, je devais parler un petit peu de ces histoires de labels, d'autres, d'indicateurs, Conrad. Je suis désolé de ce développement peut-être un peu long, un peu reformulé différemment sur le thème de l'énergie, ce que tu as dit, mais on est parfaitement en phase. C'est une autre façon de présenter le sujet. Oui, non, mais c'est super. Enfin, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est vers là qu'il faut aller, que arriver à démontrer que les agriculteurs ne polluent pas. Et au contraire, c'est grâce à eux que, avec des pratiques vertueuses, bien sûr, c'est pas tous les agriculteurs, mais demain, c'est les agriculteurs qui vont stocker du carbone et qui vont faire face au changement climatique. Et c'est les écolos. Enfin, voilà, il va y avoir c'est ma façon de voir les choses. Mais pour ça, effectivement, je pense qu'on a absolument besoin de quantifier les choses et d'aller chez les agriculteurs et de faire les calculs pour les aider à les faire. Et comme il risque d'y avoir effectivement des détracteurs, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment bien carré sur les calculs, quoi, pour pas qu'on soit pris en défaut de dire des trucs qui sont peut-être pas justifiés, que c'est juste
Donc, donc c'est décidé, je vous mets les biblios dedans. Il n'y a pas de, il y Merci. a pas de souci. Et j'en Bon, profite, après j'arrête. Pareil, c'est super intéressant de savoir que voilà, donc sur 1 hectare moyen d'une ferme de la vache heureuse, donc on arrive à stocker 1 tonne de carbone, sur qu'une exploitation, l'exploitation moyenne aussi dont vous avez parlé, ça donne un chiffre aussi, mais alors je ne sais pas si les autres sont plus au fait de ça, mais euh, je trouve que ce serait vachement bien qu'on ait une comparaison avec peut-être un système purement de culture céréalière, par exemple, parce que moi, ça me parle. Bon, déjà, c'est bien, on voit qu'on arrive à stocker, mais l'ordre de grandeur, j'arrive pas bien à me rendre compte si c'est super ou si c'est juste un petit peu par rapport à d'autres systèmes de culture. Je dirais que c'est pas super. On peut faire beaucoup mieux. En règle générale, quand vous n'avez pas d'animaux qui ruminent sur une ferme, vous améliorez la performance du flux carbone globalement en faveur des céréaliers. C'est net. Alors, on l'a pas vraiment publié ou mis en forme de cette façon-là. On s'y propose de le faire avec le projet Carbone Fertile qui doit qui doit mesurer un petit peu en routine avec des outils assez simples pour montrer l'écart type quelque part qu'on aurait entre les différentes pratiques. L'idée, c'est de repérer les meilleurs et de diffuser les bonnes pratiques et d'analyser. Ben là, je me suis trompé pour telle raison. Alors, c'est pas grave. Un agriculteur, justement, il a ça d'intéressant chez lui, c'est que il n'est pas condamné à faire mal. Il peut aussi changer. Il peut aussi faire mieux. Donc, ça va très vite puisqu'il a quasiment tout sous la main. C'est une réorganisation de son acte de production. Ça prend, pour le faire à la vache heureuse, ça prend 3 4 ans. Je pense que si je reprends un petit peu mes écarts types que j'ai là sur ce premier pointage fait au sein du réseau, ça va de plus 1 tonne, c'est-à-dire je n'aimais pas, enfin, je n'arrive pas à soustraire du CO2 atmosphérique, je rajoute 1 tonne et en moyenne, je suis à moins 1 tonne, y compris les mauvais de la bande, hein, voilà, parce qu'on les moyenne. Mais à un moment donné, on a des pratiques agricoles qui, quand on les analyse sur l'échantillon, qui s'avèrent absolument pas judicieuses. Donc ça, c'est un débat que je ne sais pas trop comment le mettre en route parce que c'est un sujet qui visiblement ne passionne pas les agriculteurs. Ça a l'air un petit peu abstrait. Eux, ils sont sous une pression énorme de la société qui leur dit que les vaches sont pourries, ça pollue, c'est pas bon. Mais quand on leur propose de rentrer dans le projet du carbone, etc., eh bien, c'est très, très compliqué. Ils s'y intéressent pratiquement pas. Ou alors, je ne sais pas, la publicité autour de ce dossier n'est pas faite, ou je ne sais pas trop. Donc, on travaille sur d'autres sujets que l'on sait pertinemment intéressants pour eux, par exemple la production fourragère et le travail du sol plus ou moins ou pas du tout. C'est quelque chose qui est plus technique, qui les intéresse plus. Et puis finalement, on se rend compte que quand ils changent de pratique, ben finalement, ils améliorent leur bilan. Mais d'eux-mêmes, ils ne vont pas rentrer par la méthode des bilans, je dirais. C'est quelque chose qui est encore très, très flou. Je bien, pense qu'ils tu s'y tu intéresseront le parlais de jour où, passion. pardon, Ah, excuse-moi, Cécile, mais non, il y a Noël qui souhaitait prendre la parole. Et puisqu'on parlait de passion, ben, c'est à lui qu'on va la laisser la parole. Noël. Gentil, merci. En fait, on n'a pas parlé de l'eau non plus, parce que la couverture des sols avec des plantes qui poussent et qui transpirent, c'est quelque chose qui est très important aussi pour le cycle de l'eau, parce que au cours de nos dernières réunions, là, moi j'ai découvert un phénomène que je ne connaissais absolument pas. J'étais toujours resté sur le système qu'on nous avait appris à l'école primaire. L'eau s'évapore sur les mers, elle forme des nuages et elle vient pleuvoir sur la terre. Et c'était ça le cycle de l'eau. Et en fait, le cycle de l'eau, c'est pas du tout ça. Ça représente uniquement 30% du circuit de l'eau dans la nature. Et les 70 autres pourcents, en fait, c'est l'évapotranspiration des plantes qui poussent, les plantes vertes,
qui doivent amener ces 70% d'eau à l'atmosphère pour qu'on ait un cycle de l'eau qui soit permanent et naturel. Et si on n'a pas ça, ben on va vers la désertification. Et c'est pour ça que les sols nus, la culture des céréales depuis 10 000 ans nous a amené beaucoup de désertification. Et donc, tout ce qui est fait maintenant pour la couverture des sols, je pense que c'est aussi très important de mettre l'accent sur le fait que ça peut réguler le climat d'une manière très, très positive. Voilà. Tu as vraiment éteint la parole partout. Je ferai juste un petit commentaire, Noël, après ce que tu viens de dire. Cette idée que, en définitive, 70% de l'eau enfin de la pluie en réalité, vient des terres et pas des océans. C'est une idée qui, quelque part, commence à faire son chemin, et j'ai entendu dans la séance inaugurale du Varenne de l'eau agricole une réflexion qui essaye d'aller contre cette idée et qui consiste à dire si 70% de l'eau vient de la terre, elle vient de l'évapotranspiration, et donc c'est la faute aux plantes. Et alors que c'est le contraire. En fait, c'est Oui, grâce aux il faut plantes. faire attention parce qu'on peut avoir ce type de raisonnement-là aussi, et on le voit arriver. Ou les gens qui n'arrêtent pas de dire qu'arroser les maïs à 14 heures, c'est un non-sens, effectivement, alors que arroser un maïs, c'est amener de l'eau dans l'atmosphère. Et donc, si on amène de l'eau dans l'atmosphère, à un endroit donné, ce que font aussi très bien les arbres, c'est générer une pluie à venir. Alors que si on a asséché l'atmosphère, ben, il ne peut pas y avoir d'eau, par définition. Donc, l'argument, il est immédiatement retournable. Et en fait, c'est parce qu'on a une méconnaissance totale du cycle de l'eau qu'on peut avoir ce type de réflexion que tu évoques. Oui, Une autre chose avec l'eau aussi, c'est les états de l'eau, parce que bon, je crois qu'on a beaucoup de progrès à faire dans la matière, mais ça, c'est un autre sujet. Il s'avère que l'eau dans l'atmosphère, elle est réorganisée par la plupart des aérosols dus aux pesticides que nous avons balancés sur nos terres et dans l'atmosphère depuis des dizaines d'années. Ce qui fait que l'eau elle va avoir un cycle qui, au lieu d'être naturellement de 21 jours, va s'augmenter, va facilement doubler maintenant. Ce qui explique aussi les problèmes de manque de précipitation ou d'excès de précipitation qu'on peut avoir à certains moments. Conrad. Oui, je vais réagir aux propos de M. Noël Lassus. Je pense que le dossier, en fait, on commence à comprendre que les plantes vont sauver la planète. De toute façon, c'est indéniable. Je ne vois pas comment on va faire. Alors, il faudra la rupture énergétique, mais elle n'arrivera pas avant d'avoir une énergie décarbonée accessible à tous, etc. Ça n'arrivera pas avant 20 ans, ce truc-là. Donc, momentanément, c'est bien sur les plantes qu'on peut compter parce que c'est évident, en fait. C'est ça. On pourrait faire un mapping français. J'étais dans le Lot hier. Eh ben, quelle est la qualité générale de l'eau du Lot? En fait, c'est plutôt bon. Voilà. Mais il y a des arbres, il y a de l'agriculture, d'élevage partout, il y a des paysages verts. Ça résiste plutôt pas trop mal au réchauffement climatique, malgré des sols calcaires compliqués, des climats compliqués. On est en train de mettre en route des grosses capacités à produire sur les fourragères. Donc, on fait du stock et on arrive à gérer ça correctement. Donc, on se dit, tiens, voilà, ça mériterait d'être regardé. Midi-Pyrénées, Toulouse et toute sa région, là, le département du 31, qualité de l'eau du département du 31, où on a une agriculture céréalière qui travaille les sols, des sols nus partout, où on bousille tout. D'accord? Et donc, en fait, on pourrait faire ce mapping-là si on était assez honnête avec nous-mêmes, ou si nos institutions voulaient bien se pencher sur le projet, on aurait les résultats. Et donc, ces regards nouveaux, là, il va falloir d'abord, il y a une phase très compliquée, c'est le débat que l'on mène aujourd'hui, pour voir que, en fait, un végétal, il n'a pas qu'une action, hein.
Ce sera multifactoriel puisqu'il produira la biodiversité et plus de carbone momentanément immobilisé dans ce grand cycle de la vie. Et il y a des exemples qui ont été faits au niveau mondial sur Internet, et puis avec Alain Canet, il connaît ça très bien. C'est l'agriculture syntropique qu'un agronome allemand a mis en place dans une zone quasi en désertification au Brésil. Il a fait pleuvoir sur d'abord ses champs, sa commune, son canton, et puis en développant ce système végétal très complexe entre les arbres, les fourragères et les cultures. En plus, il avait de la place, donc il a suivi les courbes de niveau. Eh bien, la pluie localement est passée de 500 mm à 850 mm, ce qui est beaucoup, c'est quasi doublé grâce au végétal. Et on ne peut pas dire que c'est l'eau de la pluie, de la mer qui vient là, hein, parce qu'on est très très loin de la mer à cet endroit-là. Donc, on a bien plein d'exemples de gens géniaux dans le monde qui ont déjà fait ces choses-là, que l'on peut évaluer et mesurer aujourd'hui. Donc, partir dans un débat, moi j'appelle ça dire que les plantes vont nous piquer notre flotte, c'est juste débile. Voilà. Mais dans le débat de la communauté, on va dire l'ère du tweet, c'est très compliqué de remettre de la raison et de l'évidence dans le débat, parce que justement, je me mets à la place d'un petit citadin qui est dans le 9-3 et qui n'a jamais vu un arbre, ni un sol, ni un ver de terre, ni quasiment rien que du béton. Sa référence, c'est le béton, désolé. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et si on écoute Marc-André Sellos, lui, il est encore pire. Il dit, ouais, mais en plus, on n'enseigne même plus les sciences naturelles. Vous voyez, donc la société bascule dans l'artificiel complètement, alors que c'est la nature qui possède les réponses. C'est quelque chose qui est perturbant quand on le regarde sous cet angle-là. Il y a une phrase qui est très classique qui consiste à dire « oui, mais on ne peut pas transposer ça chez nous ». Et pourtant, il y a des études très sérieuses qui ont montré il y a déjà plus d'une quinzaine d'années que la forêt équatoriale fabriquait sa propre pluie. Ça, on le sait. Alors, évidemment, on va nous dire en France, oui, mais on n'a pas de forêt équatoriale, vous comprenez, c'est pas pareil. Et si, c'est pareil. Et puisqu'on est dans un club carbone, n'oubliez pas que la matière organique humifiée donc dans les sols est capable de stocker 20 fois son volume en eau. Et la matière organique humifiée, c'est 58% de carbone. Donc on en revient toujours à cette même équation. Et effectivement, si je continue à paupériser ma matière organique, à libérer le carbone qui est stocké dans les sols, eh bien, je vais à nouveau réduire la capacité de rétention d'eau de mes sols à travers cette matière organique. Voilà, et on est dans cette fameuse spirale du déclin qui fait que moins de fertilité, moins de rendement, moins d'agriculteurs, eh bien, voilà, il n'y a pas que les sols qui sont nus qui sont foutus, l'agriculteur aussi, il est foutu. Hein. Cécile, Cécile, lève le doigt. Oui, parce que je ne veux pas monopoliser la parole non plus, mais je voulais juste faire un petit témoignage. À mon sens, ce dont on manque énormément, c'est de transmettre le savoir, c'est de transmettre la connaissance. Et c'est ça la base de tout. Parce que typiquement, moi, avant de m'intéresser très fortement à toute l'agriculture, etc., j'étais plutôt de mouvance écolo. Et je suis toujours d'ailleurs, hein. Mais je veux dire par là, j'avais un peu des stéréotypes en tête. Et typiquement, moi, j'étais la première à pester quand je voyais des champs qui étaient arrosés. Je me disais, mais enfin, ces agriculteurs, c'est terrible. Ça, enfin, voilà, plein de... Et pourtant, voilà,
je m'intéresse à beaucoup de choses, etc. Mais j'avais plein de trucs dans la tête comme ça, mais parce que c'est ce qu'on nous dit, quoi, tout simplement. Donc, on ne va pas tous faire une thèse sur le cycle de l'eau pour se faire notre propre opinion. Je veux dire, c'est pas possible, on n'a que 24 heures dans une journée. Et voilà, on a eu dans les apprentis du vivant une conférence extraordinaire par Monsieur Deleuze, là, qui nous a tout expliqué. Et ben voilà, maintenant c'est évident pour moi que, au contraire, il faut arroser, il faut arroser, il faut arroser, il faut arroser, parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir des sols couverts avec des plantes vivantes en bonne santé, et qui va recréer la vie, et qui va, si c'est fait à l'échelle du département, pas juste à l'échelle de notre petite ferme, c'est ça, c'est quand même, il faut que ça soit un peu globalisé. Là, on peut complètement renverser la tendance et faire qu'il va repleuvoir. Et pour ça, ça nécessite de quoi? Ça nécessite, pendant qu'il pleut l'hiver, de stocker l'eau pour pouvoir arroser l'été. Et là, il y a un paquet d'écolos qui disent « Ah mais non, il ne faut surtout pas stocker l'eau ». Et alors, on en vient à se battre un peu pour... et voilà, pour moi, la base, c'est vraiment dispenser la connaissance. Et après, n'importe qui est capable de comprendre quand on lui explique les choses correctement. Et donc, c'est vraiment ça le job actuel, avant qu'il soit trop tard, effectivement, c'est d'aller transmettre la bonne parole, mais basée sur de la science, quoi. Je sais pas, aux décideurs déjà, je pense, et puis à tous les citoyens, quoi, pour que tout ça rentre On s'y essaye, Cécile, voilà. collectivement. Non, mais bravo pour vos actions, c'est super. Moi, je regrette cette histoire de Varenne de l'eau agricole parce que le problème est mal posé. On peut faire un Varenne de l'eau, je veux bien. Un Varenne de l'eau agricole, c'est oublier, et Noël l'a bien expliqué, que l'eau urbaine, après avoir été traitée, recyclée, dépolluée, tout ce qu'on veut, etc., eh bien, elle devrait retourner à la terre. Et sauf que cette eau, alors que pourtant les compagnies fermières de l'eau ont l'obligation justement de la redonner au sol, eh bien, elle part dans les rivières. Elle part dans les rivières, donc elle va dans l'océan, et cet océan, lui, il sait que nous renvoyer 30% de pluie. Alors que si ça partait dans les sols, eh bien, on aurait 70% d'eau en retour sous forme de pluie. Voilà, et c'est bien la difficulté, et on a bêtement, je pense, opposé eau agricole, enfin, pas opposé, c'est-à-dire qu'on l'a mis en lumière, et elle va être l'objet de toutes les critiques et de toutes les attaques contre la mauvaise utilisation de l'eau par les agriculteurs. Et on aura oublié que majoritairement, notre problème, c'est l'eau urbaine. Et pas uniquement parce qu'on bétonne les sols, etc. Pas uniquement pour cette raison-là. C'est parce que également le traitement de l'eau, au lieu de retourner au sol, elle part dans les rivières. Voilà. Bien, Conrad, tu as vu que l'heure tourne, que le temps passe, qu'on arrive à la fin de notre réunion, notre troisième réunion. Évidemment, il y en aura une quatrième avant l'été. Et est-ce que tu nous proposes un mot de conclusion? Alors, c'est compliqué parce qu'on est parti du carbone, on est parti de ce flux et on arrive à l'eau. Je pense que dans cette boucle-là, un des projets de la constitution de l'association Carbone Fertile, Centre national d'agroécologie, c'est de travailler dans cette boucle de la vie. Et ce que l'on commence ou ce que l'on a compris, alors on n'est pas beaucoup parce que l'idée c'est quand même de gérer le débat et l'acculturation, c'est que ce carbone de la vie, il est en fait dans une spirale d'aggradation et cette spirale, plus elle grossit jusqu'à un état d'équilibre maximum que permet le pédoclimat, en fait elle est capable de soustraire énormément de CO2 du sol et de produire
tout, à travers cette boucle du carbone, de produire tous les services écosystémiques que la société a besoin. C'est-à-dire, ben, je veux de la biodiversité, ben, elle va être produite par les bonnes pratiques agricoles. Dans la ville aussi, si je mets en œuvre le végétal, hein, c'est le même débat, hein, mais on va s'occuper des paysans, j'aurai de l'eau et de plus en plus d'eau si je gère bien le végétal. Voilà. Et donc, je vais soustraire du carbone de l'air de façon nette en faveur de la soustraction. Hein. Donc, du coup, la société, elle peut s'adapter à transformer son projet sur l'énergie, parce que c'est le véritable problème. Et ainsi de suite. Et donc, l'agriculture, c'est la solution des 30 prochaines années pour l'adaptation de la société au réchauffement climatique. Et ça, on n'aura pas à disposition 2 fois de rang la chance qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore une agriculture qui serait capable de se mobiliser si on renouvelle la force de travail et les acteurs. Il faut, pour que les jeunes reviennent, un projet digne de ce nom. C'est-à-dire un gros défi, sauvons la planète avec les plantes. Voilà, ça c'est un vrai défi, hein, qui est intéressant à relever. Et donc, ce travail-là, si on ne le fait pas aujourd'hui, quand l'agriculture sera perdue parce qu'on aura tout artificialisé dans des serres, etc., ou de l'hydroponie dans des villes, dans des fermes urbaines, etc., ben, on n'aura peut-être même plus la capacité de sortir de ce monde artificiel et de montrer que les plantes, elles font le travail sur la Terre depuis des millions d'années et qu'elles l'ont bien réussi, hein, globalement. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est à une charnière. Hein, les outils que nous avons à disposition, qui sont les réseaux, Internet, les téléphones portables, sont puissants pour amener du débat et de la diffusion. C'est pour ça qu'on a créé un club carbone, parce que il est enregistré, il se retrouvera en ligne et il participe à la diffusion du débat. Alors même si on n'est pas très nombreux aujourd'hui, une quinzaine de personnes, ce n'est pas très grave. Ça va se démultiplier parce qu'on peut le revisiter. Donc aujourd'hui, moi je suis dans l'idée que la création de cet enjeu autour du carbone agricole, et je dirais du carbone végétal et de sa bonne gestion, c'est l'élément politique qu'il faut poser, hein, dans le débat pour faire bouger toute la société. Et je parie sur la jeune génération qui s'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup à nos sujets. On le sait, du succès de Vers de Terre Production. Donc voilà, donc je vous invite tous à prendre de la graine, récupérer le dossier, récupérer l'enregistrement, le diffuser. Et moi, je vais vous améliorer toutes les références que vous avez demandées pour que vous puissiez rebondir. Donc j'ai une diapo à mettre dedans, hein, de façon à ce que ce diaporama il vous soit disponible et accessible. Voilà, je vous remercie. Et moi aussi, je te remercie, Conrad, pour ce nouvel exposé plein d'informations, de connaissances et de richesses. Je remercie tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Et puis moi, je vais avoir ma propre conclusion. C'est rejoignez-nous au Carbone Fertile. Venez adhérer. On a besoin de vous pour démultiplier tous nos efforts. Voilà, encore une fois, merci. Et je vous souhaite une bonne journée, ensoleillée, je l'espère, chez tout le monde. J'avais juste avant une petite question. Comment on fait pour récupérer les informations? Vous les envoyez par mail? Alors, il y a un endroit où on les récupère? On les met en ligne sur le site de la Belle Vigne. Ah, sur le site de la Belle Vigne. Ok, d'accord. Voilà, elles sont en ligne, hein. Il y a un petit onglet Club Carbone. Derrière, vous allez trouver cette vidéo d'ici la fin de journée ou demain et les vidéos précédentes. Et puis, n'hésitez pas, il y a d'autres vidéos qui sont passionnantes à regarder, qui vont au-delà du carbone, parce qu'on parle de beaucoup, beaucoup de choses également à la Belle Vigne. Voilà, et vous êtes les bienvenus. Merci à vous tous.
Merci pour votre écoute, votre attention. Et puis, au plaisir de vous revoir pour le 4e numéro. On vous donnera bientôt les informations. Bonne journée à tous. Merci Conrad. Ciao. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.